There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. Quand j'ai compris que les politiques voulaient la guerre, quitte à mentir au peuple américain pour avoir leur guerre, je suis tombée des nues. J'ai vu une violation de la Constitution, sinon une insulte et une trahison de mes états de service et de ceux de tous les militaires. Si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas comprendre que vos concitoyens laissent cela se poursuivre. C'est effarant. Effarant la façon dont ils s'y sont pris, à l'intérieur comme à l'extérieur du Pentagone. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come... On est tous militaires dans la famille, à commencer par mon père. Mes deux frères ont servi aussi, chez les Marines et dans la Navy. C'est comme une tradition pour nous de s'engager. Je suis entrée dans l'armée en 1982. J'ai fait la moitié de ma carrière pendant la guerre froide. C'est dans ma carrière post-guerre froide que ma vision du rôle de l'armée dans une démocratie comme la nôtre a probablement commencé à se modifier un peu. Je m'attendais à ce que l'armée réduise en taille, qu'on en finisse avec les hostilités pour ouvrir une nouvelle page. Et ce qu'on a vu, c'est que notre bureaucratie militaire s'est étendue et nos budgets d'armement n'ont fait que croître depuis la fin de la guerre froide. Voilà pourquoi je suis contente d'être à la retraite. J'ai quitté le Pentagone en mars 2003, dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Irak. Quand on regarde la situation en Irak, tout ce qui s'est passé, on a les crimes d'Abu Ghraib, les vols secrets de la CIA. Sur le plan intérieur, nous avons les violations de la Constitution. Cette guerre est très impopulaire et Bush est très impopulaire lui aussi. Mais quand on pense à tout ça, on oublie quelque chose. On oublie comment cela a commencé. Et ça commence avant le 11 septembre en réalité. Lorsque Cheney et Rumsfeld reviennent au pouvoir sous George W. Bush, ils manigancent sur deux fronts. Première chose, ils rentrent en fonction en janvier 2001. La toute première consigne donnée aux agences de renseignement, et notamment au renseignement militaire, est de stopper toute surveillance de la famille royale saoudienne. C'est la toute première chose, dès janvier. À l'époque, la famille royale était secrètement surveillée. Le renseignement militaire s'inquiétait des mouvements de fond de l'Arabie saoudite vers les cellules terroristes dans le monde et vers le programme nucléaire pakistanais. Stoppez tout. Arrêtez les écoutes. Voilà la première consigne. Puis vient la seconde consigne. Le FBI et la CIA doivent cesser de coopérer sur la question du terrorisme.
Souvenez-vous pourtant, ils ont des informations pointant l'imminence d'une attaque depuis le mois d'avril 2001. Ça va arriver, on le sait. Mais Cheney et Rumsfeld rejettent tout ce qui pointe vers les Saoudiens. La CIA continue à sonner l'alarme. Rumsfeld ne supporte plus ces rapports que la CIA lui envoie. Les réunions deviennent houleuses. Et c'est là qu'il décide de s'appuyer sur ses amis néoconservateurs et de mettre en place un système de renseignement parallèle, un système sous contrôle, alternatif. Et puis le 11 septembre est arrivé. C'était un matin de beau ciel bleu. J'étais à mon bureau au Pentagone. On allait rentrer en réunion, CNN était branché. Et on pouvait voir l'une des tours en train de brûler. Ils disaient qu'un avion était entré en collision avec la tour. Avec le deuxième avion, on a compris qu'il ne s'agissait plus d'un accident. On a vu ça, et peu de temps après, on a entendu un grand boom. On a regardé par les fenêtres intérieures du Pentagone. On était dans un angle par rapport à l'endroit où ce troisième avion s'était écrasé. Sur le toit, on voyait une énorme boule de feu, comme si quelque chose était tombé du ciel. Ce jour-là, Cheney et Rumsfeld prennent la décision d'attaquer l'Irak. Les jours qui ont suivi, on est tous restés chez nous. Mais je peux vous dire que quand je suis revenue, il était déjà question de l'Irak. On ne savait pas ce qui s'était passé, mais il était déjà question de l'Irak. Et c'est à partir de là que j'ai... Ça a été le début de ma prise de conscience. En mai 2002, je suis transférée, un peu par hasard, du fait de nombreux départs inopinés, vers un département voisin du mien, le département chargé des affaires du Moyen-Orient. Il y avait des postes à pourvoir avec tous ces gens qui étaient partis. J'ai atterri au département Moyen-Orient, je crois, vers le 10 mai 2002. Et là, des choses étranges ont commencé à survenir. Don Rumsfeld et son équipe avaient déjà revu et corrigé une deuxième mouture d'un plan d'invasion de l'Irak. Un plan pour envahir l'Irak. Et là, je réfléchis. Le plan est là. Ils en sont déjà à en finaliser une seconde mouture. En mai 2002, aucune annonce, ni interne, ni publique, n'avait jamais été faite sur l'Irak. À l'été, de nouveaux venus débarquent dans notre département. Ce sont des politiques, pas des militaires. Ils haïssent l'Irak et adorent Israël. Mais bon, pourquoi pas? Israël est un allié. Et c'est là qu'on nous informe que ces gens vont intégrer une nouvelle unité baptisée Bureau des plans spéciaux. Curieusement, lorsqu'ils ont prononcé le nom Bureau des plans spéciaux, service relevant comme nous du département Moyen-Orient, ils nous ont demandé de rester discrets sur ce nom, Bureau des plans spéciaux. Les gens pourraient se poser des questions. Mieux vaut parler d'eux comme du service Irak élargi. Le Bureau des plans spéciaux est formellement constitué à la fin de l'été 2002. L'unité relève de Doug Feith. Ce sont des hommes à lui. Ces nouveaux venus sont des politiques, des idéologues néoconservateurs. Ils ont une fonction bien précise. Ils sont là pour produire des synthèses sur 3 thèmes. Terrorisme, armes de destruction massive et bien sûr Saddam Hussein et l'Irak. Et là, une consigne bien curieuse nous est donnée. Ne pas amender, supprimer quoi que ce soit dans ces synthèses. Malheureusement, il m'est arrivé, comme à d'autres, de faire la bêtise d'examiner ces synthèses.
Et c'est là que nous avons réalisé que quelque chose d'effarant se tramait, la première d'une longue série de découvertes effarantes. Ces synthèses ne semblaient pas tout à fait collées aux rapports d'espionnage sur lesquels nous travaillions. Ces types n'étaient pas là pour faire du renseignement, ils étaient là pour faire de la propagande. Et la CIA n'avait rien à voir là-dedans. Elle aussi s'est fait manœuvrer et politiquement manipuler. Ces visites répétées de Cheney au siège de la CIA pour parler aux analystes, c'est ahurissant. On n'avait jamais vu ça. Pourquoi voulait-il tant peser sur ce que la CIA produisait? La CIA est là pour produire des faits, des analyses, des alternatives. Mais l'heure n'était plus aux alternatives. Les esprits étaient mûrs. À l'automne 2002, place à la nouvelle étape. Vendre cette guerre au Congrès, aux Alliés et au peuple américain. Le plus choquant, c'est quand j'ai vu le président Bush et Dick Cheney faire des discours en reprenant au mot près les synthèses du Bureau des plans spéciaux. Et à l'automne, quand je vois le New York Times et le Washington Post friser l'hystérie sur la menace posée par Saddam Hussein, ses armes de destruction massive, ses programmes, et que je retrouve à la phrase près ce qu'on lisait dans les notes confidentielles estampillées Bureau des plans spéciaux, quand le président et le New York Times citent des synthèses qui, à moi, ne me parviennent que via un système Internet ultra sécurisé, avec la mention confidentielle sur chaque page, je me dis que quelqu'un fait fuiter des informations confidentielles. S'agit-il d'un crime? À mon niveau, c'en est un. Mais qui dois-je alerter? Les coupables sont mes chefs. En réalité, que faisaient-ils, sinon de cherry picking? Ce terme désigne la cueillette des cerises. On ne cueille pas les cerises qui ne sont pas mûres. On ne cueille que celles qui paraissent belles à nos yeux. Que les jolies cerises. Et quelles sont les jolies cerises pour Doug Feist et Dick Cheney? Que choisirait Richard Pearl? Pearl et tous les autres ne choisiraient que ce qui confirme ce en quoi ils croient déjà. Auquel cas, ces gens sont mal informés. Ou alors, ceux qui pourraient être crus par la nation de façon à ce qu'elle dise oui à la guerre. Ce groupe d'idéologues, parvenu au pouvoir avec George Bush, a reçu le nom de cabale, et eux-mêmes se sont amusés à s'appeler ainsi. Et tout ça s'est produit sous nos yeux. Nous, professionnels du Pentagone, organe éminent de l'exécutif, nous nous livrions à une campagne de propagande. On en était certes victimes, nous aussi, mais c'était bien notre institution. L'endroit où, dans mon cas, c'était 20 ans de ma vie. Oui, j'ai été très surprise et ça m'a ouvert les yeux. Voilà pourquoi je suis partie et j'ai parlé. Mais ce que j'ai vu, beaucoup d'autres l'ont vu aussi. Chaque fois qu'un général a dit non, il a été remplacé. Chaque fois qu'un général ou qu'un colonel a remis en cause une opération, il a été remplacé. Résultat, lorsqu'on est parti en guerre, on n'avait plus qu'une bande de zozos à la tête de nos armées.
Pas de problème, Bagdad sera pris en une semaine. Il y aura des fleurs plein les rues. Le vice-président a dit, c'est du tout cuit, pas de problème. George Tenet, le patron de la CIA, qui raffolait de l'accès qu'il avait à son bon ami George Bush. C'est du tout cuit, ça roule. Pourtant, des centaines de gens expérimentés, à la CIA, au Pentagone et bien sûr au département d'État, leur ont dit de ne pas faire ça. Ne faites pas ça, c'est du suicide. Vous allez déstabiliser le Moyen-Orient. Mais ces types n'ont rien voulu entendre. Cheney n'a pas écouté, parce que son objectif était de faire de l'argent. Et Dieu sait s'il a été exaucé. I mean, there's a series of disastrous mistakes. We just heard the Secretary of State say these were tactical mistakes. These were not tactical mistakes. These were strategic mistakes, mistakes of policy made back here. Don't blame the troops. They're the ones that perform the tactics on the ground. They've been magnificent. If anything saves this, it will be them. Should someone resign? Absolutely. Who? Secretary of Defense, to begin with. To August 26, 2002, the Veterans of Foreign War had a convention, a meeting. Vice President Cheney was the guest speaker. You were honored, as you can see the medal around your neck there. This is what the Vice President said on that day. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. After that event, the Washington Post captured your thinking in its conversation with you. Cheney's certitude bewildered retired General Tony Zinni. In my time at CENTCOM, I watched the intelligence, and never, not once, did it say he has WMD. I'd say to analysts, where's the threat? Their response, he recalls, was silence. Zinni's conclusion as he slowly walked off the stage was that the Bush administration was determined to go to war. A moment later, he had another equally chilling thought: these guys don't understand what they're getting into. Parmi eux, Dick Cheney. Richard Pearl, un homme qu'on ne présente plus. Il était à la tête du Defense Policy Board, un groupe de réflexion stratégique au sommet du Pentagone. On a bien sûr Rumsfeld à la Défense, avec son numéro 2, Paul Wolfowitz. Il y a aussi son numéro 3, Doug Feist, quelqu'un qu'on connaît moins. Un obsessionnel du Proche-Orient, pro-Israël à l'extrême, d'une agressivité très caractéristique des positions néoconservatrices. Reste un dernier personnage, Stephen Adley, l'homme qui est à la tête du Conseil de sécurité nationale. Ce sont les mêmes hommes qui proclamaient jadis « Nous avons gagné la guerre froide, maintenant nous dirigeons le monde ». Sous Clinton, ils ont appelé ça « Projet pour le nouveau siècle américain ». Leurs écrits sont tout à fait éclairants, et notamment cette phrase « Pour que le peuple américain nous suive, il nous faut un nouveau Pearl Harbor ». La guerre d'Irak pouvait-elle se faire sans le 11 septembre? Je crois bien que oui. Le 11 septembre a juste rendu les choses plus simples et plus rapides. Maintenant, les démocrates au Congrès. On aurait pu penser qu'ils s'opposeraient à la guerre. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, Cheney a été plus malin. En s'appuyant sur des gens comme Paul Wolfowitz, il a réussi à convaincre l'opinion de deux choses. L'Amérique a été attaquée et notre allié Israël est en danger.
Cette guerre protégera Israël, car nous empêcherons Saddam Hussein de lancer ses missiles sur Israël. Bref, les démocrates sont dans la nasse. Ils ne peuvent s'opposer à la guerre sous peine de passer pour des faiblards et que le lobby pro-Israël leur dise « On avait besoin de votre vote et vous avez failli ». Il y a ici quelque chose de préoccupant et dont j'ai fini par prendre conscience, même si je n'en ai pas été le témoin direct. J'ai cru comprendre qu'une unité du genre du Bureau des plans spéciaux, une officine de propagande, a également été mise en place en Israël. Une officine de propagande, là encore, mise en place pour court-circuiter le Mossad, exactement comme on le faisait ici avec la CIA. On est clairement dans un mélange des genres. Ces gens tentent de faire passer leurs intérêts pour ceux d'Israël. Il reste à prouver que ce que nous faisons sert les intérêts d'Israël. Je ne crois pas qu'Israël ait tiré parti de nos 6 années de guerre en Irak. Et les Israéliens eux-mêmes non plus d'ailleurs. Mais quand on regarde qui a poussé à la guerre, l'AIPAC vient bien sûr à l'esprit. Bien évidemment, le lobby pro-israélien et la réputation qu'on lui connaît, celle d'alimenter le Congrès en documents et autres synthèses stratégiques. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are vital interests of the United States of America. Tout cela a apporté de l'eau au moulin néoconservateur en 2002-2003. Saddam Hussein doit partir, c'est une menace considérable. Rien de vrai là-dedans, bien sûr, mais ça a alimenté la machine. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. The United States will stand with Israel now and forever. C'était brillamment manœuvré. Les deux branches du lobby pro-israélien faisaient alliance pour aller à la guerre. Voilà pourquoi Kerry, Biden et Clinton ont voté la guerre. We need you now more than ever. À Washington, on n'aime pas trop parler du lobby pro-israélien. On ne se risque pas non plus à dire que notre diplomatie est parfois influencée par les intérêts d'un autre pays, mais en fait, il faut en parler. Et on commence à en parler. Des idéologues ont mené tout le monde en bateau, grâce aux mensonges, à la manipulation, aux fuites vers la presse. Juste ou pas, on peut toujours discuter, mais c'est la conclusion à laquelle vont arriver les Américains. Et cela sera mauvais pour Israël. Et le plus fou, c'est que les congressistes n'ont même pas lu les rapports du renseignement. Ces rapports étaient à leur disposition, et s'ils les avaient lus, ils auraient compris que tout cela n'était que du vent. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et on le savait très bien. Nous connaissions les capacités de l'Irak. Nous avions écrasé leur armée en 1991, réduite en lambeaux. Et après la fin des combats, on a continué à bombarder le pays. On a tendance à l'oublier, mais entre 1991 et 2003, date de notre seconde invasion du pays, nous avons lâché sur l'Irak plus de bombes que sur le Vietnam. Chiffre public, avéré, indiscutable. Mais au fait, qu'est-ce qu'on visait? Quand j'étais à l'US Air Force, on en était à tirer sur des rochers. Il ne restait plus que ça. Tens of thousands of teaspoons, and Saddam Hussein has not verifiably. Et puis nous avons Colin Powell, pris en flagrant délit pour le mensonge le plus énorme jamais débité devant les Nations Unies. How much longer are we willing to put up with Iraq's non-compliance before we, as a council, we as the United Nations say, enough, enough? Quel gâchis de le voir ainsi proférer toutes ces âneries. Quelle différence avec Adlai Stevenson en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Si notre ambassadeur aux Nations Unies a réussi à convaincre le monde de la présence des missiles russes à Cuba, c'est parce que les États-Unis avaient une crédibilité.
En un discours, Powell a réduit à néant 200 ans de crédibilité américaine. En un discours. Seule une poignée de sénateurs conduits par un vieil homme malade, mais infatigable, Robert Byrd, se sont levés pour dire « Ne faites pas ça, c'est une folie ». This administration has turned the patient art of diplomacy on its head, turned the patient art of diplomacy into threats, labeling and name-calling of the sort that reflects quite poorly on the intelligence and sensitivity of our leaders and which will have consequences for years to come. Calling heads of states pygmies, labeling whole countries as evil. Frankly, many of the pronouncements made by this administration are outrageous. There's no other word. And yet this chamber is hauntingly silent. Silent. Washington, D.C. respire la corruption. Mais nous ne nous incluions pas dans cette corruption. Au Pentagone, on se sentait pur, on estimait représenter la vertu. On pouvait se dire la corruption, elle est de l'autre côté du fleuve. De ce côté-ci du Potomac, chez nous, au Pentagone, on se bat pour la Constitution, pour le respect des lois. Notre boulot n'était pas politique, on était là pour défendre. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais c'était ça notre mission. L'armée américaine aujourd'hui défend peu, très peu, et à l'époque déjà défendait très peu. Lorsqu'on repense aux nombreux conflits auxquels ce pays a participé, à chaque fois, tout le monde s'accordait sur ce qu'était notre intérêt supérieur. Mais ce que nous avons ici n'est pas et n'a jamais été dans l'intérêt supérieur des Américains. Et bien sûr, nous paierons le prix de ce détournement de notre politique. J'emploie à dessein le mot détournement, j'en suis convaincu. Comme 80% des Américains, l'occupation de l'Irak n'est pas dans l'intérêt supérieur des États-Unis. Last year, a group of citizens garnered 5% of the electorate to have a non-binding article question put on our March ballot to arrest President Bush and Vice President Cheney if they come to the town of Brattleboro, Vermont. Shall the Select Board instruct the town attorney to draft indictments against President Bush and Vice President Cheney for crimes against our Constitution, extradite them to other authorities that may reasonably contend to prosecute them. Those in favor were 2,012, and those voting against were 1,795. The town received over 8,000 emails. There are people who said, I may not agree with President Bush, but my son's over in Iraq, and I can't believe that you're doing that. And other people said, you know, thank you for taking the leadership here. This is an unpopular war. We did have a Brattleboro boy that died. I'm trying to think of his name. What was his name, Annette? Oh, I should know it too. All I think of is Gail. Excuse me just a minute. Annette, what was the boy that died in Iraq from Brattleboro?
Triste souvenir. Voilà l'ultime épilogue d'une décennie d'échecs pour les États-Unis. C'était vraiment un moment incroyable. La colère des Américains devant le traitement infligé aux sauveteurs par les Iraniens, en les humiliant, en exhibant ces corps carbonisés. Tout ce qu'il fallait pour un pays comme le nôtre, qui n'a pas le pardon si facile. En voyant ces images, les raisons me reviennent de cette si grande colère de l'Amérique. Cette colère a ouvert une voie royale aux ultra-conservateurs, en aggravant les tensions. Et ça, Cheney a su en tirer parti. Dick Cheney is probably the cleverest politician. Dick Cheney est sans aucun doute le politicien le plus habile qui m'ait jamais été donné de voir. He's not particularly attractive person. Ce n'est pas quelqu'un de particulièrement agréable. Il est secret et d'une grande intelligence manœuvrière. Il a aussi le don pour être un vecteur. J'entends par là qu'il est tout ce qu'il y a de compatible. Il est toujours à son avantage en tout petit comité. Si vous aimez le golf, la chasse, il sait se faire écouter. Cela peut paraître anecdotique, mais en vérité, quand vous avez un bouffon comme président, il est logique que les gens qui comptent aillent voir Cheney, plutôt que de s'essayer à parler au bouffon. C'est là que Cheney transmet au bouffon, sur un mode qui permet au bouffon de comprendre et de la façon dont Cheney veut qu'il comprenne. En vérité, Dick Cheney a toujours eu un projet à lui. Son parcours personnel est fascinant. Il ne vient pas d'un milieu aisé. Mais il est très vite devenu un chouchou des conseils d'administration. Il ne s'est jamais battu. Aucun de ces types n'a jamais fait le Vietnam. Ils avaient mieux à faire à devenir les crocodiles de la grande entreprise. C'est une mentalité, une éducation, l'intention première. Lui et Rummy étaient convaincus que l'horreur allait arriver. Je veux parler de Donald Rumsfeld. Lui et Cheney sont de grands amis. Ils ont même leur résidence d'été sur la côte Est, dans le Maryland. Ils étaient convaincus qu'on pouvait changer le monde. En homme d'industrie, ils croyaient dur comme fer aux capacités du secteur. Ils croyaient tout aussi fermement que les États-Unis devaient dominer le monde. Et cela d'autant plus que, sous Nixon, ils ont vu une terrible menace se profiler. Ils ont vécu le Watergate de l'intérieur. Et ils y ont vu le signe d'un affaiblissement de la fonction présidentielle, tendance qui n'a fait que s'accentuer sous Jimmy Carter. Avec Ronald Reagan, on revenait à la vraie fonction présidentielle. Et c'était ça leur but, restaurer la fonction présidentielle. Défendre les intérêts des milieux d'affaires grâce à une présidence forte. Le voilà leur projet. George Bush père a été une grande déception pour ceux qui allaient devenir les architectes de la Seconde Guerre d'Irak. Il a défait les Irakiens au Koweït, puis a retiré ses troupes. Et Saddam avait sauvé son régime. Et c'est là que le changement s'est fait. C'est là que les néoconservateurs se sont jurés de revenir un jour pour finir le boulot. Ces gens sont en croisade. Souvenez-vous du langage employé au début de la guerre. Nous sommes des croisés face au diable. Comment peut-on se sentir si sûr de soi pour oser faire ça? C'est une guerre pour le business. Quand ils parlent de rester en Irak pour 100 ans, ça veut dire toujours plus de chèques pour les entreprises d'armement.
Quand vous prenez des entreprises comme Halliburton, Kellogg Brown & Root, Lockheed ou Boeing, des entreprises comme Blackwater aussi, ces entreprises sont devenues riches parce qu'elles se sont développées au-delà de ce qu'elles faisaient traditionnellement pour l'armée, bien au-delà de leur spécialisation d'origine. Quand vous pensez qu'Halliburton vend des glaces à nos soldats en Irak, c'est très curieux pour une compagnie qui, avant que Dick Cheney ne la dirige, n'était qu'un équipementier de l'industrie pétrolière. Cheney, lui, s'est dit que ça ferait tourner notre économie. Il y a un prix à payer pour que business se fasse. Et ces 4000 morts américains, le demi-million de morts irakiens, c'est juste le prix du business. Allons-nous renverser le gouvernement iranien? Allons-nous essayer de faire ça? Les étoiles vont-elles à nouveau s'aligner au prétexte que cela serait bon pour l'Amérique? Cela nous dépeint comme un empire cruel, un pays très froid et non démocratique. Le vrai prix à payer, c'est que la crédibilité des États-Unis s'est effondrée, à l'extérieur des États-Unis, mais aussi à l'intérieur du pays. Et lorsqu'on vous propose une alternative dans les urnes en Amérique, c'est du vent. Seul l'emballage change. Ce n'est plus le même pays. On continue à l'aimer, à cause des gens. Good evening, my fellow Americans. This evening, I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
the potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Eisenhower n'est pas le premier à avoir parlé de ça. Il y a eu Smedley Butler après la Première Guerre mondiale, qui a dit les mêmes choses sur cette guerre et sur l'occupation des Philippines à laquelle il avait participé en tant que général des marines. Butler écrivait que certains se faisaient de l'argent avec le sang des autres. Pendant que les soldats meurent, les hommes d'affaires prospèrent et tiennent les politiques. C'était dans les années 30, mais qui se souvient de ce qu'il écrivait? Ce sont les milieux d'affaires qui choisissent qui va diriger le pays. Et ils font ça en signant des chèques. Et si quelqu'un qu'ils n'aiment pas s'avise de s'en prendre à eux ou à leurs intérêts, ils dépenseront ce qu'il faut pour s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. Le plus grave, aujourd'hui, pour nos concitoyens, c'est que les partis vont tous à la soupe. Nous n'avons rien à espérer tant que ce système perdurera. Vous pensez que John McCain va changer cela, ou même Obama? Probablement pas. My fellow Democrats, please welcome the next President of the United States, Barack Obama. Thank you so much. Thank you. A little less than 1 year from today, you will go into the voting booth and you will select the next president of the United States of America. Now, here's the good news. The name George W. Bush will not be on the ballot. The name of my cousin, Dick Cheney, will not be on the ballot. We've been trying to hide that for a long time. Everybody has a black sheep in the family. But the question you're going to have to ask yourself when you caucus in January and you vote in November is, what's next for America? Reste l'ultime ingrédient, l'Iran, sanctuaire de l'Empire du Mal, est désormais le pays le plus influent de la région. George Bush a servi la soupe à Téhéran. Voilà pourquoi l'Iran peut maintenant proclamer à la face du monde « Bonjour, je m'appelle Ahmadinejad. Voici les photos que j'ai prises de mes propres installations nucléaires. Vas-y, viens. Viens me chercher, George Bush. » Quand l'adversaire est à ce point confiant, on réalise mieux l'impasse où nous sommes.
Je crois que tout ça est tout simplement terrifiant pour l'avenir. Et tout ça est arrivé dans un pays officiellement libre, avec une presse libre. Mais chacun a joué sa partition. Le New York Times voulait conserver ses scoops venant du Pentagone. À moi, ça me va. Les Américains voulaient être patriotes. Le président nous dit que l'ennemi, c'est l'Irak. À moi, ça me va. Tout le monde s'y retrouvait. Et on a fait ça. Et on n'hésiterait pas à le refaire s'il le fallait. C'est très dangereux. C'est une triste histoire à laquelle nous assistons. Dans ce qui fut jadis une grande république, mais qui aujourd'hui n'est plus. Oops, I've got no affiliation. No affiliation. Not allowed to vote? Wait. Stuart, no affiliation. No affiliation. You can vote on the questions. Okay. Okay, and I need to see your ID. Jacqueline Queen. Oh, okay. Jacqueline? Je m'appelle Jacqueline also. Okay. She is 427 and a Democrat. Group number 2. Hi. Hi, how are you? Thank you. Okay, you get it. Well, it's primary. We have to do that. Go ahead. She'll be back. Lewis, LWIS. You're Craig? I am Craig? Yes. Democrat, and this woman. Yeah. Yes, sir. Come on in. This means Morgan. Morgan? We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Cela fait maintenant 50 ans que nous sommes sur un chemin qui existait bien avant qu'Eisenhower n'ait dit ça. Et où ce chemin nous mène, sinon vers la guerre éternelle et la création d'ennemis imaginaires, ce qui explique l'Irak. Rien qu'hier, on a perdu 6 petits gars en Irak. C'est à la une d'aucun journal de ce pays. Des gens meurent à cause de cette politique. Des enfants irakiens meurent à cause de cette politique. Et la signification de ces morts, personne n'en parle. On s'en moque. America, how can I write a holy litany in your silly mood? I will continue, like Henry Ford. My strophes are as individual as his automobiles. More so, they're all different sexes. America, I will sell you strophes 2,500 apiece, 500 down on your old strophe. America, free Tom Mooney. America, save the Spanish loyalists. America, Sacco and Vanzetti must not die. I am the Scottsboro Boys. America, when I was 7, Mama took me to communist cell meetings. They sold us garbanzos a handful per ticket. A ticket cost a nickel and the speeches were free. Everybody was angelic and sentimental about the workers. It was all so sincere, you have no idea what a good thing the party was. In 1835, Scott Nearing was a grand old man, a real mensch. Mother Bloor made me cry. I once saw Israel Amter plane. Everybody must have been a spy. America, you don't really want to go to war. America's them bad Russians. Them Russians, and them Chinamen, and them Russians. The Russia wants to eat us alive. The Russia's power mad. She wants to take our cars from out our garages, or wants to grab Chicago.
Her needs read Reader's Digest is her wants are auto plants in Siberia, him big bureaucracy running our filling stations. That no good. Him make Indian